déjà comprendre ce que induit le vieillissement sur le tissu musculaire. Ensuite, quelles sont les techniques aujourd'hui les plus classiques pour caractériser le muscle. Et puis, je vous présenterai un petit peu aujourd'hui ce qu'on peut dire sur l'intérêt de l'activité physique sur la limitation pour contrôler le vieillissement. Alors tout d'abord, l'impact. Donc avec l'âge, on a une perte de masse musculaire et entre l'âge adulte et la mort, on peut avoir jusqu'à 23% de perte de masse musculaire. Et c'est surtout des fibres rapides. Donc il y a certains types d'efforts qui vont devenir de plus en plus difficiles à faire. Et puis on a évidemment aussi une perte de force musculaire et une graisse intramusculaire qui croît. Et aussi le tissu conjonctif. Voilà. Donc on gagne en raideur. Le muscle devient de plus en plus raide, de moins en moins élastique. Et on va avoir aussi une perte de la capacité oxydative musculaire, ce qui va engendrer aussi une perte de la VO2 max, de la capacité aérobie, des capacités respiratoires. Voilà, un petit peu les effets du vieillissement sur le compartiment musculaire. Alors, pour caractériser le muscle, il y a un ensemble de techniques qui finalement chacune apporte des choses différentes. Et souvent d'ailleurs on croise en fait les différentes techniques. Donc une que vous connaissez mais qui est loin d'être agréable, c'est les biopsies. Donc ça, quand on peut les limiter, on le fait. Au niveau de l'apport, c'est surtout les caractéristiques physico-chimiques. Après, on utilise souvent l'imagerie IRM. Donc là, c'est intéressant, on va avoir les volumes musculaires, on va avoir le niveau graisseux de l'intramusculaire et puis des informations sur le tissu conjonctif. Par contre, on n'a évidemment rien sur les caractéristiques physico-chimiques, d'où souvent biopsie plus imagerie. Mais pour les patients, c'est quand même très pénible. Ensuite, il y a tout le milieu de l'ergométrie. Donc ça, c'est un prototype de l'hôpital, donc il est peut-être pas très beau. Vous connaissez peut-être mieux Zidane sur son ergomètre. Vous avez peut-être vu quand ils sont en rééducation, etc. Voilà, bon, c'est d'autres types d'ergomètres, c'est les Cybex et tout ça. Où là, ça sert soit de réentraînement, soit de rééducation. Et au niveau de la quantification, on va vraiment être sur la viscoélasticité musculaire, donc la raideur en fait. Soit musculo-squelettique, donc on va avoir des informations par rapport à l'articulation, soit sur les raideurs musculo-tendineuses. Donc est-ce que j'ai perdu en élasticité tendineuse ou pas? Et puis après, en bioimpédance, jusqu'à maintenant, on était plutôt sur la masse musculaire, à faire le distinguo, je l'ai répété plusieurs fois, mais j'y tiens, entre la masse musculaire et la masse maigre. Dans la masse maigre, notamment sur un segment corporel, vous allez avoir les os extra, les os intra, enfin vous avez plein d'autres choses que le tissu fibreux musculaire. Voilà, donc c'est pas la même chose, donc il faut faire attention. Et par contre, maintenant, il y a d'autres choses qui commencent à se développer justement en analyse des fibres musculaires et du tissu par impédance, et je vais vous en parler juste après. Donc, problématique en fait au niveau des biopsies IRM ergométrie, c'est quand même assez difficile à mettre en œuvre en routine, soit à cause du matériel, soit aussi pour les coûts engendrés par ce type de matériel. Donc voilà, donc dans le domaine de la recherche, même s'il y a certaines personnes qui commencent maintenant à le mettre en routine, il y a pas mal de choses qui ont avancé. Ça reste assez frais, hein, c'est des travaux, l'impédance musculaire, ça a commencé il y a quoi, en 2005, donc au niveau de la recherche c'est assez frais. Donc, alors Chine a avancé, mais il y en a d'autres hein, sur tout ce qui est myopathie. Donc différentes pathologies d'ailleurs musculaires. Hein. Ça peut être la dégénération des membranes, ça peut être des problématiques tendineuses, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, avec des résultats très nets sur la caractéristique. Alors on retrouve toujours ce que je vous ai montré hier un petit peu rapidement, alors j'en ai reparlé avec certains. On va souvent tracer, alors vous voyez là on retrouve en fait l'indice d'activité métabolique dont je vous ai parlé hier, c'est l'activité des membranes cellulaires. Hein, sauf que là c'est vraiment les membranes du muscle. Donc soit on s'intéresse aux fréquences et on regarde ce qui se passe en fonction de la fréquence, soit, et vous allez voir après, on trace ce qui est résistif et ce qui est capacitif. En gros, qu'est-ce qui se passe au niveau des fluides et qu'est-ce qui se passe au niveau de la membrane cellulaire. Et comme ça, on a un petit peu les informations croisées et on caractérise comme ça les tissus.
Et donc nous, on a commencé un petit peu à travailler aussi sur les myopathies, mais on s'est un peu plus intéressé aussi, parce que le milieu du sport nous l'a demandé, à différencier les fibres lentes et les fibres rapides, pour caricaturer un peu les fibres qui vous permettent de faire le marathon et les fibres qui vont vous permettre de faire le sprint, en caricaturant un peu. Hein. Ah, bah voilà. Bon. Voilà, bah c'est reparti. Oui, en fait, c'est ça, je dois avoir un fluide qui rentre dans les micros, ils n'aiment pas. J'en étais où? Détection des contractures, voilà. Là, c'est la demande de kinés, en fait, et notamment certains kinés qui font de la kiné analytique, il y en a peut-être parmi vous. Moi, ils nous disent, mais nous, on a une super méthode, en fait, pour enlever les contractures. Voilà, on a beaucoup de personnes âgées, ou même des plus jeunes, hein, ils ont plein de contractures, c'est douloureux, et moi, j'ai une technique où je manipule, je fais quelque chose, à la fin, ils sont plus de contractures. Le problème, c'est que j'arrive pas à le montrer, à le démontrer à mes collègues. Et les patients me disent qu'ils vont mieux, mais voilà, j'ai besoin de chiffres, quelque chose de... Voilà, c'est toujours la même problématique, c'est faites-moi un protocole scientifique qui me montre... Donc c'est reparti. Donc la détection du vieillissement musculaire, là c'est pareil, l'idée, c'est là on travaille avec plusieurs maisons de retraite. De pas attendre que le muscle soit complètement avec donc beaucoup de graisse au niveau intramusculaire, une perte hydrique avec des raideurs, etc. Mais c'est le détecter. Un, deux, voilà, celui-là. Je vais vous passer celui-là. Ça devrait marcher quand même. Allô? Ouais, c'est bon. Oui, voilà, donc on reste sur le même principe, c'est détecter rapidement les différences, on va dire, ou le vieillissement musculaire pour tout de suite permettre, proposer une petite activité physique douce, que ce soit en maison de retraite ou même bien avant, que les clubs commencent à proposer autre chose en fait à leurs adhérents aussi, parce qu'ils ont beaucoup d'adhérents qui arrivent à 50 ans, qui commencent à se dire attention, il faut que je commence à me préparer, ou en tout cas à m'occuper plus de mon corps et faire que quand je serai plus âgé à la retraite, ça va bien se passer, quoi. Voilà. D'où la demande. Alors, donc ça, c'est nos travaux en fait sur la différenciation des fibres lentes et des fibres rapides. Donc, pour caricaturer, on a pris un muscle typé rapide et un muscle typé lent. Donc, comme vous le voyez, il y a une vraie différence de comportement des membranes cellulaires. Et quand ici on retrouve ce que je vous disais sur l'impédance complexe, ici l'effet capacitif des membranes, l'effet capacitif des membranes et ici plutôt ce qui se passe au niveau des mouvements hydriques, on a une vraie différence de comportement. Honnêtement, pour l'instant, on n'explique pas tout. On pense que ça viendrait des différences de Pompe-NACA en fait sur les deux types de fibres. On pense. Bon, on continue à travailler sur le sujet. Mais en tout cas, il y a une différenciation nette entre les deux types de muscles et deux types de fibres. Ensuite, alors voilà, ça c'est donc le petit protocole qui a été fait avec les kinés. Donc, vous avez ici les courbes d'impédance complexe, ici l'impédance avec toute l'évolution de la fréquence. C'est là qu'on retrouve l'importance de vraiment balayer sur tout le champ de la fréquence. Il peut se passer des choses à certaines fréquences et d'autres phénomènes à d'autres. Donc, en pré-traitement, on est sur la courbe bleue. En post-traitement, donc quand il nous dit ça y est, le patient est content, il est plus contracturé, moi quand j'appuie, le problème c'est qu'il a conscience que des fois il appuie fort, des fois il appuie moins fort, c'est un fait. Donc
on a les mesures en post-traitement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau capacitif, il n'y a pas de modification. Par contre, il y a des modifications significatives au niveau résistif. Donc là, c'est pareil, on n'explique pas toujours tout, hein, on réfléchit. On pense que donc, puisqu'il n'y a pas de modification capacitive, les membranes cellulaires n'ont pas forcément changé de comportement entre avant la contracture et après la contracture. Par contre, comme c'est résistif, on pense qu'il y a eu des mouvements de fluide. En décontracturant le muscle, il y aurait eu des passages de fluide et une libération de certains fluides. On pense, voilà. Et ensuite, voilà, donc là on a fait, donc on travaille avec plusieurs maisons de retraite depuis un certain temps maintenant. Et on a voulu voir un petit peu sur les paramètres simples de détection de, attention, votre muscle commence à vieillir, réagissez maintenant. Donc on voit au niveau résistif, alors bon là c'est plus que... Alors hommes et femmes, finalement les conclusions sont les mêmes, sauf que chez les hommes, comme il y a beaucoup plus de muscles, forcément les données, comme c'est des données brutes, hein, c'est des mesures, c'est beaucoup plus marqué. Ici vous avez les résistances musculaires des hommes jeunes, ici les résistances musculaires des hommes âgés. C'est plus que très nettement significatif, les muscles âgés sont beaucoup plus résistifs, ce qui est logique puisque vous avez toute cette graisse donc, qui est isolante, donc qui résiste hein, au passage du courant en intramusculaire, et puis il y a une perte d'eau. On en a parlé hein, hier, il y a beaucoup de déshydratation musculaire chez la personne âgée. Et vous retrouvez notre élément d'indice métabolique. Hein. Est-ce que la membrane cellulaire fonctionne bien ou pas? Bon, là, on en a aussi parlé hier. Là, c'est sans appel. On a vraiment un indicateur très faible. Donc vraiment, les membranes cellulaires des muscles de ces sujets âgés ne fonctionnent plus, enfin, vraiment très mal. Contrairement, évidemment, à nos hommes jeunes là, qui sont en pleine santé avec des muscles qui fonctionnent très bien. Puis bon, dans la région, forcément, même les non-sportifs ne sont pas complètement non-sportifs. Voilà. Je suis de la Savoie, pour ceux qui n'avaient pas... Voilà. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place ça assez tôt, faire un petit suivi, juste déjà, est-ce que le muscle commence à prendre de la résistance et baisser au niveau métabolique? Si c'est ça, il faut commencer à faire quelque chose, une petite activité physique ou voilà. Donc, pour toutes ces études, je voulais réinsister sur la problématique électronique, puisque là, on n'est que sur des valeurs électriques et électroniques. Donc, si vous n'avez pas cette fiabilité-là à basse fréquence et à haute fréquence, vous ne pouvez pas faire ces mesures avec quelque chose pour nous qui est essentiel, c'est on compense. Vous imaginez que tous ces fils et ces électrodes, ça induit des parasites, ça induit des capacités, enfin, ça, voilà, des problèmes électriques, on va dire. Et on les compense à chaque fois. Et puis on a une calibration automatique de toute l'électronique. Il y a un petit circuit à l'intérieur en fait, qui permet de faire une calibration. Il y a un coup de chaud, il y a une résistance, il y a un problème, il se recalibre à chaque fois que vous l'allumez. Voilà. Donc pour nous c'était important et c'est grâce à ça qu'on peut faire les travaux qu'on a fait sur le muscle. Alors maintenant on va passer on va rentrer plus dans le thème qui est l'activité physique. Alors j'ai hésité à mettre cette diapo et puis je me suis dit qu'on était... justement dans l'interrogation et de ce qu'on a montré ou pas montré. Et donc même s'il y a des avis un petit peu contradictoires, je trouvais ça important de le dire quand même. Donc par exemple sur l'exercice aérobie. Donc là on prend le temps de respirer, hein, entre guillemets, quand on fait cet exercice-là, contrairement à un exercice en résistance où on est dans quelque chose de beaucoup plus violent sur un temps beaucoup plus court. Voilà, si je caricature un petit peu les deux types d'exercices. Donc, si on prend les 36 grandes études qui ont été faites, il n'y en a que 8, finalement, qui montrent un bénéfice de ce type d'exercice sur le gain en masse maigre. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Il y a certaines études qui sont un petit peu anciennes aussi. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment caractérisé la masse maigre ? Ils n'ont pas forcément pris le temps de s'occuper de tout ce qui est hydrique. C'est-à-dire pour ça dire que les conclusions souvent se disent est-ce que ce ne serait pas plutôt un gain d'hydratation musculaire que vraiment tissulaire? Et ils n'ont pas toujours fait les mesures non plus de masse musculaire pure. Voilà. Donc c'est des études intéressantes. Hein, je pense que ça vaut toujours, c'est toujours intéressant de les lire. Après c'est vrai que bon, voilà, c'est mitigé. De même pour les exercices en résistance, même si c'est plus net, puisqu'il y a 15 études sur les 28 grandes études qui ont tenté de montrer ça, où au final quand même on peut conclure à un gain de masse maigre, mais qui, pour certains auteurs, reste aussi un gain d'hydratation intracellulaire. Donc,
finalement, moi ce que je voulais retirer, c'est que même si tout n'est pas clair, en tout cas en ce qui concerne la masse maigre, donc certains ont dit masse musculaire, donc il y a quand même des problèmes de mélange aussi de termes et de compartiments. C'est que même s'il n'y a pas forcément un gain tissulaire, il y a quand même un gain d'hydratation grâce à ces exercices. Donc finalement, c'est quand même bénéfique. Voilà. Et puis ça, on est dans des protocoles de recherche. On n'est pas sur des évaluations de terrain, ce qui n'est pas la même chose que ce que je vais vous parler après. Donc voilà. Mais je voulais quand même vous le présenter. Alors, là, on va passer sur des choses beaucoup plus terrain et vraiment des études dans des centres gériatriques, dans des clubs de sport où il y a des personnes âgées. Et voilà, donc c'est plus la vie courante. Donc, une chose importante par rapport aux personnes âgées, c'est vraiment de commencer, c'est une évidence, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le rappellent parce que ça leur paraît important de le rappeler, surtout quand ils sont allés dans certains clubs de sport, où comme partout, il y a des gens très compétents, il y en a des fois un petit peu moins, et voilà, des fois il y a des problèmes, et donc ils voulaient quand même le rappeler. Toute personne, d'autant plus âgée, avant de démarrer tout type d'activité physique, même douce, un électrocardio, un bilan radio, et puis un vrai questionnaire médical, etc. Pour vraiment adapter l'entraînement à chaque personne. Faire quelque chose de très progressif, régulier, adapté. Et puis c'est vrai que c'est des choses auxquelles moi j'avais pas forcément pensé au départ, mais dès un certain âge, c'est vrai que même si c'est vrai aussi quand on est plus jeune d'ailleurs, mais les chaussures, c'est essentiel. Sur l'équilibre, sur les articulations, et puis les vêtements aussi. On est vite avec des problèmes de froid, etc. Et puis, dans beaucoup de clubs de sport, il y a 40% d'abandon assez rapidement, et encore plus des personnes âgées, parce que souvent, on veut les pousser un peu, alors qu'eux, ils ne sont pas là pour être poussés. Bon, on peut comprendre aussi. Mais plus pour le côté social aussi. Je vais dans un club, je vais dans soit un club de sport, soit un centre de remise en forme. C'est aussi pour voir du monde, c'est aussi pour partager. On en a parlé un petit peu hier, c'est essentiel aussi, l'aspect social. Bon, déconseiller les compétitions, ça c'est évident. Et puis, donc voilà, tous ces problèmes d'hypothermie et de déshydratation, parce que forcément, comme leur métabolisme fonctionne moins bien, ils sont très vite en hypothermie et très vite déshydratés. Alors, pardon. Donc là, on est sur des évaluations plus terrain, mais qui, je pense, ont tout leur sens aussi par rapport à des évaluations plus recherche-protocole, parce que justement, on est dans des vraies conditions, entre guillemets, de la vie quotidienne. Donc les résultats, c'est qu'il y a toujours une limitation de la sarcopénie dès qu'il y a une petite activité physique, même douce. Avec des fois des augmentations de force musculaire, alors là, je pense qu'honnêtement, c'est un max. Bon. En supposant que toutes les études sont indépendantes et que les gens ont fait les choses sincèrement, mais bon, une augmentation de 180% de la force musculaire. Bon, moi ça me paraît un petit peu important, c'est des chiffres, je les ai mis. Et une augmentation de 11% de la masse musculaire. Alors bien sûr, une amélioration des capacités aérobies, respiratoires. Bien sûr, à force de faire fonctionner tout le système vasculaire, les muscles vont être mieux vascularisés. Amélioration cardiovasculaire aussi, et puis on en a aussi parlé hier, ça va jouer aussi sur le vieillissement cérébral grâce à l'oxygénation et tout ça. Et puis un ralentissement de l'ostéoporose. C'est sûr que plus les muscles, entre guillemets, frottent sur les os, plus ça les active et plus les os se densifient. Si on fait ça correctement, on a des sportifs qui ont plein de fractures parce qu'ils se mettent à s'entraîner comme des fous pour faire de la masse musculaire, sauf qu'ils vont trop vite, les os n'ont pas le temps de se densifier, craquent, première compétition, ils se ramassent, et surtout en ski, vous imaginez ce que ça peut donner. Donc voilà. Bon. Alors, quelles activités physiques? Évidemment, tout n'est pas forcément adapté à certains âges. Donc, la marche, évidemment, c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour l'augmentation de la capacité à l'effort, pour, je parlais de ces frottements musculaires sur les os, de redensifier les os, limiter l'ostéoporose. Voilà. La natation, particulièrement intéressante. Pour améliorer tout ce qui est capacité respiratoire, et puis il n'y a pas de problème d'articulation dans la natation. Donc voilà. Et puis il y a un côté très social, puisque bon, vous avez rarement, beaucoup. C'est vrai. Bon, monsieur, la dernière diapo, je suis à la fin. Donc les randonnées, bon, ça reste dans la marche. La gym, un point intéressant sur la gym, c'est l'équilibre. Souvent, il y a des petits problèmes avec l'oreille interne, etc. Donc vous allez retrouver de l'équilibre aussi grâce à la gym.
de l'adresse, l'aspect psychomoteur, et puis l'image de soi, mais qu'on va retrouver sur tous les types de sports, hein. Le cyclisme, intéressant aussi en coordination, en équilibre, en respiration, pas forcément conseillé à tout le monde, hein, surtout que certains, il fait -10, ils vont se lancer quand même dehors. Ski de fond très intéressant au niveau de l'endurance, avec, bon, bien sûr, il faut faire attention aussi à un trouble osseux, c'est pas une bonne idée, quoi. Et puis la musculation, mais alors faut vraiment faire, ça peut être fantastique si c'est bien fait. Ça va complètement limiter la sarcopénie. Le problème, c'est comment vous faites la musculation, quoi. Et puis donc, tout ça, toutes ces activités physiques, elles sont aussi bénéfiques pour Alzheimer, Parkinson, les problèmes d'arthrose, certaines démences. Voilà. Donc il y a un ensemble de bienfaits. Donc hop, conclusion. Donc le vieillissement engendre une sarcopénie, la faiblesse de force musculaire, une hausse de graisse intramusculaire et puis une grande baisse des capacités aérobies. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipements, les ergomètres, etc. Problème, c'est souvent difficile à mettre en œuvre en routine clinique. L'impédance peut a priori apporter quelque chose, bien sûr pour le volume ou la masse musculaire. Mais maintenant, ça fait quand même 5 ans qu'il y a des travaux intéressants qui montrent qu'on peut aller beaucoup plus loin et caractériser vraiment le muscle avec. Voilà. Si l'électronique, elle tient, évidemment. Il ne faut pas n'importe quoi non plus. Et l'activité physique est a priori, si on balaye quand même l'ensemble des études, une vraie solution. Si c'est bien adapté, si c'est bien fait, bien contrôlé, ça apporte en respiration, au niveau musculaire et au niveau social, qui est essentiel aussi. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention.